L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va visiter le cabinet Rembrandt, découvrir le chef-d'œuvre d'un champion olympique et soutenir l'association Women Safe à l'occasion du Vélo Vert Festival. Et pour parler de ces sujets, je reçois Carole Montillet, championne olympique de descente. Bonjour Carole. Bonjour. C'était en 2002, vous êtes encore en force de l'âge. Bienvenue sur ce plateau. Vous participez dans quelques jours au Vélo Vert Festival à travers une association qui s'appelle Women Safe, dont la présidente est avec nous. Alors pas du tout. Vous n'êtes pas la présidente, non, Nathalie. Moi je les représente dans le cadre du Vélo Vert Festival simplement. Alors Nathalie Grubach, élue à Villard-de-Lans, en charge de l'événementiel. On parlera de cet événement et de cette association avec vous. En face, il y a une médaille d'or d'un côté, j'en ai deux avec Pierre Vautier. Bonjour Pierre. Bonjour. Double champion olympique de snowboard cross, 2014 et 2018. Et puis dernier invité de cette émission, Jacques Glénat. Bonjour. Bonjour, pas de médaille. Pas de médaille, Jacques, mais vous avez pas mal de réussite dans votre carrière, néanmoins. PDG donc des éditions Glénat, vous êtes venu en voisin, vous êtes installé pas très loin de Télé Grenoble. Même si on va parler avec vous d'art et de culture dans quelques instants, Pierre Vautier, Carole Montillet, la montagne, les sports de glisse, c'est pas des domaines qui vous sont si étrangers que ça. Non, puisque nous sommes éditeurs de beaucoup de livres de montagne, de la revue L'Alpe, et nous avons aussi été éditeurs de pas mal de magazines sur les Alpes, notre continent alpin. Ouais, sur le ski français, je pense que Carole, dans les années 2000, a dû faire la une de magazines édités par Jacques Glénat. Hein. Certainement, peut-être. Ça a dû arriver, quand même. Quand on a votre parcours, en clin d'œil, on va les remettre, ces images de 2002. Je les ai retrouvées, elles sont encore accessibles. C'était Salt Lake City. Elle est encore dans votre tête, cette descente? Régulièrement, je la regarde en fait. C'est marrant, parce qu'il faut toujours regarder ce qu'on fait de bien dans la vie. Et je la regarde souvent avec ma fille ou avec des amis, et j'ai l'impression que c'était hier en fait. Ça fait 17 ans. Et les sensations du stress, du départ, les sensations que j'ai eues en fait pendant la course, elles sont intactes. Je pense que Pierre, toi c'est pareil. Hein. Complètement. En fait, ça nous marque, je pense, à l'intérieur. On est gravé à vie. Voilà, c'était effectivement il y a 17 ans une consécration pour un sportif, un titre olympique, d'autant que vous n'êtes pas nombreuses en France à avoir été championne olympique en ski alpin. Il y a trois, il y a les deux sœurs Guetchel dans les années 60 et puis Carole Montillet. La seule en descente. La seule en descente, en plus la seule française en descente. Elle est où votre médaille 17 ans après? Vous l'avez toujours au-dessus de la... Oui, elle est à portée de la main. C'est ça, ouais, régulièrement, je la regarde aussi. Et, en plus, ils en avaient fait des magnifiques, très épaisses, avec, il y a une histoire, 14 métaux à l'intérieur. Ah bah c'est les Américains, ça, ils font pas les choses à moitié. Ils avaient fait ça en grand, oui. Alors, il aurait pu être champion olympique si les Jeux avaient existé au XVIIe siècle et si la peinture avait fait partie des disciplines. Mais même sans médaille, Jacques Glénat, Rembrandt est considéré comme l'un des meilleurs peintres de l'histoire mondiale. Il est mort il y a exactement 350 ans. Et c'était un homme extraordinaire puisqu'il a fait les peintures que vous voyez dans les grands musées du monde et qui sont parmi les choses les plus recherchées. Mais en même temps, il a fait des choses très populaires puisqu'il a fait de la gravure. La gravure, c'est avec un petit stylet sur une plaque de cuivre où on n'a pas le droit de se tromper. Et il imprimait ses gravures sur sa petite machine dans sa maison, qui se visite toujours à Amsterdam, encore aujourd'hui. Et c'est ça qui l'a rendu populaire parce qu'il en a fait beaucoup et qu'elles ont parcouru toute l'Europe. Et ces gravures sont aujourd'hui l'objet de collection et nous avons la chance au couvent Sainte-Cécile que le fonds Glénat en ait soit plus de 70 sur les 293 modèles qu'il a fait dans sa vie. Et donc elles sont exposées depuis quelques jours au couvent Sainte-Cécile dans ce qu'on appelle le cabinet Rembrandt. Alors, le fonds Glénat, c'est une structure parallèle aux éditions Glénat qui vous permet d'investir sur des œuvres patrimoniales? Oui, c'est tout à fait... c'est un fonds, donc c'est tout à fait... comment dirais-je, sans but lucratif. Nous montrons nos collections au public parce qu'on aime bien partager. Et puis, quelque part, je pense que Rembrandt, ça a été un peu les débuts de la bande dessinée, puisque dans chaque gravure, on en montrera quelques-unes. On raconte une histoire et c'est la même chose que la BD, raconter des histoires.
Et puis effectivement, la gravure, vous le disiez, par rapport à la peinture, on n'a pas le droit à l'erreur. En général, c'est le premier trait doit être le bon. Il n'y a pas de repentir possible, puisqu'une fois qu'on a incisé la plaque, définitivement le trait est marqué. Donc il avait une habileté diabolique pour faire ces gravures. C'est amusant aussi de voir qu'il faisait ses autoportraits dans une glace, où il fait souvent un peu l'idiot d'ailleurs, à se dessiner lui-même. C'est un homme qui devait être... bien qu'il ait eu beaucoup de malheur, puisqu'il a perdu sa femme, son fils, il a fait faillite tellement il s'endettait pour acheter les gravures de ses confrères, c'était un homme qui devait être très drôle. Alors, ces gravures sont désormais exposées à Grenoble. Il y a un lien particulier avec la ville et Rembrandt qui vient de Hollande, ou c'était plutôt un coup de cœur ? Non, je ne crois pas qu'il soit passé par là. C'est simplement que, au fond, Glénat est dans ce bâtiment qui est un petit musée modeste. On avait Couvent Sainte-Cécile. Couvent Sainte-Cécile. On avait besoin d'une exposition permanente pour que quand les gens viennent, ils aient toujours quelque chose à voir. Et on s'est dit que cette exposition valait le voyage même, puisque je pense que c'est la plus riche collection privée qu'il y a en Europe. On aura peut-être un tourisme culturel qui va se développer au fur et à mesure. Vous l'avez dit, s'il avait vécu à notre époque, Rembrandt, ça aurait été un adepte du selfie, finalement, puisqu'il est... C'est les premiers selfies, ouais. Tout à fait. Il aimait bien se dessiner. On en voit quelques-uns de ses autoportraits. 72 gravures. Je crois qu'elles ne sont pas toutes exposées en même temps. Non, elles ont plus de 350 ans. C'est du papier extrêmement fragile, donc on ne peut pas les mettre à la lumière tout le temps. Il faut les garder dans des conditions muséales. Donc on les montre par moitié pendant 6 mois. Donc si vous voulez voir la deuxième moitié, il faut revenir dans 6 mois. Bon, il y a la première à découvrir en ce moment, et c'est une expo qui se visite avec une loupe. Oui, parce que quand on regarde ces petits timbres-poste à la loupe, on y découvre un univers merveilleux. Donc c'est intéressant de prendre son temps, dans le calme, dans le silence, pour être enfermé dans ce cabinet Rembrandt avec ses œuvres de près de 4 siècles. Être en communion avec l'artiste. Alors les loupes sont fournies à l'entrée, on n'a pas forcément besoin de venir avec son matériel. Tout à fait. Et tout le monde les repose sagement à la sortie, c'est super. Bon, on le voit sur ces images aussi, le digital est mis au service des visiteurs. Oui, ben, il faut agrandir les images pour montrer l'art de Rembrandt. Et puis, on a aussi presque fait du dessin animé, puisqu'on a recréé la façon dont Rembrandt dessinait. Et on peut revoir les gravures se recréer devant soi sur des tablettes digitales. Bon, donc c'est à découvrir maintenant, on va dire à demeure, rue Servan. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Voilà, si les amateurs de Rembrandt dans le monde, et ils sont nombreux, veulent venir voir une des plus belles collections, il faudra venir à Grenoble. Ils en profiteront certainement pour découvrir aussi d'autres richesses de notre ville. Vous parliez de l'Alpe. Jacques, je l'ai là, c'est le dernier numéro. Bravo. Ça aussi, c'est une édition un peu particulière qui vous tient à cœur, hein, ce magazine. Oui, c'est une revue qui a plusieurs années de vie régulière tous les 3 mois sur des sujets culturels autour de notre continent alpin, avec un regard toujours très pointu, mais tout à fait lisible par tout le monde. Ce n'est pas universitaire. Et donc, on est très fiers de cette revue qui est considérée comme le must culturel dans l'édition autour de la montagne. Alors, on avait d'ailleurs sur cette émission, il y a quelques mois, fêté les 20 ans de l'Alpe avec le rédacteur en chef Pascal Cobert. Alors, un artiste, il y en a un à côté de vous. Jacques, alors lui, c'est pas avec un pinceau qu'il crée, c'est avec une planche de snowboard. Pierre Vautier, double champion olympique, originaire de Serre-Chevalier, mais également un petit peu grenoblois de cœur, puisque vous y faites vos études à Grenoble depuis quelques années. Oui, plus Serre-Chevalier que Grenoble, et d'ailleurs ça se sent dans mes études, hein, ça avance pas bien vite cette histoire. Mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de se faire avec quand même une certaine passion, puisque je fais de la géographie à l'IUGA de Grenoble, et j'aime ça. Alors, on vous connaît aussi, et surtout, j'ai envie de dire, par vos prouesses lors des Jeux Olympiques, champion olympique en 2014 en snowboard cross. Vous avez récidivé en 2018. On va d'ailleurs revoir quelques images de cette finale. Hein, c'était en Corée. Vous êtes en rouge. Comme Carole, de l'émotion quand on revoit ces courses? Toujours, et comme Carole, il m'arrive de les regarder avec mes enfants, ou pas, ou tout seul, ou à l'occasion de rassemblements ou de conférences ou quoi que ce soit, et l'émotion reste toujours intacte. Et comme disait Carole, il y a vraiment cette translation de l'émotion au travers des années, et ça change
ça change pas. Le stress, la pression, la délivrance de la ligne d'arrivée, le podium. Et ainsi de suite, la Marseillaise, c'est souvent des larmes qui me montent, qui nous montent, je pense aussi, dans les moments les plus... avec beaucoup d'émotions. Et en bonne place aussi, la médaille, vous la regardez régulièrement? Oui, alors celle de Sochi a passé un moment dans le tiroir parce que j'y attachais pas beaucoup d'importance matériellement, on va dire, au métal, à la médaille, à ce que ça représentait évidemment, mais l'objet en lui-même. Et puis je me suis rendu compte quand même que l'objet faisait la passerelle avec justement toutes ces émotions, tous ces sentiments, tous ces souvenirs, donc je l'ai ressorti. Et celle de 2018 a eu la chance de rester à l'air libre tout le temps. Et elles sont au-dessus de la télé, en négligemment posées, mais elles ont leur importance quand même là-bas. Alors, 2014 à Sochi, vous aviez remporté cette médaille, alors que 2 mois avant, vous aviez une rupture des ligaments croisés, qui est une blessure classique, on va dire, pour tous ceux qui font du ski ou du snowboard. Mais en général, on ne devient pas champion olympique quelques semaines après une blessure comme ça. Non, la blessure est classique. Et puis, le cheminement après aussi, c'est opération, c'est 6 mois de réhabilitation, c'est 3 mois de galère pour reskier ou redescendre, redévaler les pistes normalement. C'est long. Moi, je suis un tel opération. Du coup, j'ai pu me présenter aux Jeux Olympiques avec une attelle et des doutes plein la tête, mais quand même avec une certaine force mentale qui m'a aidé. Voilà, ce parcours, ces obstacles, tous ces doutes. Je suis arrivé à Sochi avec une certaine fraîcheur et avec la possibilité de m'exprimer au maximum, même si physiquement j'étais un petit peu en deçà, et ça a été suffisant pour remporter la médaille, mais c'était une super aventure et une belle leçon de vie pour moi-même déjà, me prouver à moi-même que j'étais capable. Alors, en 2018, vous étiez en pleine forme pour l'Olympiade suivante, mais pour autant, ça aurait pu mal tourner. On va revoir des images de la demi-finale. Vous êtes 6 au départ, les 3 premiers sont qualifiés, vous êtes en rouge, en bonne position, et qu'est-ce qui se passe là dans le virage? Eh ben, il se passe que je me fais accrocher, ça fait un petit peu flipper, et puis je tombe. Alors, premier tombé, premier relevé, c'est un petit peu la comptine, et par contre je ne savais pas combien était passé devant moi. Je savais que celui qui était devant moi, avec qui je m'accroche, n'était pas tombé. Par contre, dans la cohue et toute la neige qui volait, j'ai pas vu combien il y en avait. Donc quand je me relève, je ne sais pas si je suis qualifié. Je ne sais pas si je suis 3e, si je suis 4e. Je sais que je suis pas premier, mais 2e, 3e, 4e, j'ai aucune idée. Et c'est quand j'arrive en bas, bon, avec la vitesse que j'ai, voilà, j'ai repris un peu de vitesse sur la fin et je regarde le tableau et je vois qualifié. Je dis, bon, bah là, c'est quand même un sacré coup de chance. Mais bon, voilà, il faut faire avec aussi. Ouais, le sport de haut niveau, Carole, ça se joue souvent sur des détails. Il faut un peu de réussite. Oui, il faut un peu de tout, mais en tout cas, respect, parce que skier, franchement, je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte. De skier sans un croisé. Sans ligaments, ouais. C'est ça, enfin, au niveau de la confiance. En plus, oui, parce que ça il ne fait pas un sport d'enfant, quoi, le jeune homme. Poser le cerveau comme une voiture qui se fait changer un amortisseur. Voilà, on fait 100 et puis surtout on ne réfléchit pas. Un mental de dingue, quoi. Surtout on ne réfléchit pas, ouais. 2014, 2018, jamais 203, 2022, c'est dans votre tête, Pierre? À vérifier si on dit vrai, mais bon, je pense que oui, c'est un objectif, c'est sûr. Après, pour une médaille d'or, je l'espère, ce sera encore une fois l'objectif, mais la tâche n'est pas aisée. Lors de votre dernier titre, on vous avait prêté une ressemblance avec Novak Djokovic, le tennisman. Il y avait même une rencontre qui devait se faire. Est-ce qu'elle a eu lieu finalement? On s'est contacté vaguement par Instagram. Voilà, mais ça s'est encore jamais fait, mais ça va se faire, c'est sûr. Bon, vous avez encore le temps, il est au milieu de sa carrière, Pierre. Alors moi, j'ai une petite anecdote. C'est qu'en fait, alors ma fille est inscrite en club, mais elle adore le snowboard. Et elle avait fait du snowboard avec Pierre, donc elle avait 5 ans, je pense. Donc elle est toujours fan de snowboard. Et donc j'ai Pierre avec ma fille sur une magnette sur le frigo, donc je le vois tout le temps. Ah, si la fille de Carole Montigny une alpine penche pour le snowboard. C'est ça. Tout pas en... Le monde est fou. Bon, ceci dit, depuis la dernière Olympiade, on peut devenir champion olympique en snowboard et en ski alpin en même temps. Voilà, c'est ce qu'elle on a me dit eu tout le un temps. exemple, c'est une Tchèque, je crois, qui avait réussi cette performance assez incroyable sur la même Olympiade de gagner dans les 2 disciplines. Alors Pierre, les JO, c'était l'an dernier. Votre dernière création,
Je parlais d'art, elle est plus récente, elle date de cet hiver. Une œuvre d'art sportive, éphémère, qui s'est déroulée sur un chevalet un peu particulier. On le voit, là, on est où? Là, on est à Serre-Chevalier, pas au sommet, mais voilà, dans une combe relativement en altitude, à Serre-Chevalier, à 2400 mètres d'altitude. Très bien exposé, on a eu un temps magnifique, on a galéré évidemment pour façonner ces modules de neige. Ça nous a pris 2 semaines avec une équipe infaillible, avec du matériel évidemment et surtout de la motivation pour tout le monde. Et on a sorti cette magnifique ligne et qui a fait un carton sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'en suis très satisfait. On voit tout le travail de préparation. C'est vous qui aviez imaginé l'enchaînement de ces modules? Évidemment, oui, j'avais imaginé tout le shape, comme on dit, de cette ligne. Pour moi, ça coulait de source. C'était plutôt logique de faire quelque chose comme ça. Après, ce qui était moins logique et ce qui est moins vu au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment ces designs qui sont très anguleux, très perpendiculaires, avec des angles saillants. Et ça, c'est vrai que visuellement, ça fait le carton, c'est sûr. On n'imagine pas quand on va la voir cette vidéo, mais quand on regarde le run, tout le boulot qu'il y a pu avoir, le matériel et l'énergie dépensée, c'est quoi? C'est des copains? C'est une équipe? Il y avait Red Bull qui était derrière vous sur ce défi. Red Bull était derrière moi, c'est eux qui ont ficelé le projet. Moi, j'étais côté création. Je me suis entouré aussi d'une boîte de shape qui est sur Annecy, HO5. Avec Xavier Marcoux, son avec un dirigeant. peu spécialiste des snowparks. Exactement, et on a donc dessiné ensemble. Donc l'idée originaire vient de moi, et après la créativité, la conception et tout, c'est un vrai travail d'équipe, et c'est une équipe solide, une équipe qui tient debout. On n'a pas de bras cassés là-dedans, parce que sinon ça n'aurait pas donné. Alors on va se faire plaisir, on va la regarder. Ce run, ça a déjà été vu des millions de fois sur Internet, jamais sur Télé Grenoble. En tout cas, commenté par Pierre. Alors voilà, ça dure 40 secondes. Ouais, donc c'est difficile à commenter, mais voilà, on avait des modules qui jetaient assez en l'air, donc il y a de l'aérien. On a vraiment voulu couper toutes les phases aériennes. Donc dès que je suis en l'air, vous voyez, il n'y a rien sous les pieds. Ça fait vraiment l'effet visuel. Et puis, donc là, voilà, on voit des petits transferts droite-gauche. Une petite figure un petit peu perso, hop, et puis après on s'oriente vers la fin du parcours avec un finish qui est absolument challenging et exceptionnel. C'est la dernière tour, bam, qui fait 6 mètres de haut, et là ils font pas tomber, sinon on ramasse ses genoux. Quelle longueur en totalité? Ça fait 250 mètres de long. Donc c'est pas extrêmement long, c'est pas extrêmement physique, mais il faut une concentration de tout instant. C'est-à-dire que même les 3 modules de départ, je me suis déjà essayé à les prendre sans trop me concentrer parce qu'il fallait que je me concentre sur autre chose. C'est impossible. Ça part en clash tout de suite. Combien de runs d'essai? On est à plus de 100 départs. Donc j'ai sauté plus de 100 fois dans la ligne. Après, ça ne veut pas dire que j'ai fini 100 fois, parce que pour les besoins de la vidéo, je ne faisais pas le run en intégralité. Je suis monté 6 fois sur la tour, la dernière tour, avec une fois où c'était vraiment chaud, où j'ai fini en pingouin sur la plateforme à essayer de me hisser, sinon je tombais par terre. Et voilà, quelques chutes et beaucoup d'énergie en général passée dans le façonnage, dans le shape et dans le ride aussi, effectivement. Et d'autres surfeurs ont eu la chance de le faire aussi? Non, alors on s'est laissé dépasser par les événements. On devait faire un petit peu de buzz autour de ça avec d'autres gens, que ce soit vélo, ski, snow. J'avais plein d'idées, mais en fait, une vidéo amateur a fuité, et du coup, ça s'est propagé tellement rapidement que la station a dit on veut pas d'accident, on met le parcours hors service pour pas que n'importe qui aille essayer et se mette en danger. Donc voilà, peut-être un projet numéro 2, un projet bis. Ah oui, il y a ça en tête. Dans les papiers, voilà. On sera pas dispo. Non, vous nous invitez Non. pas. Non, c'est bon. Moi je trouve que ça ferait une belle association. Moi, je suis capable de bénir là. Alors le pingouin, je peux On aura un truc ensemble de prévu. On pourra pas y aller. Non, il a dit, un pingouin. En tout cas, dans les projets un peu fous du côté de Serchet, vous pourrez peut-être vous appuyer sur votre copain Jean-Baptiste Chandelier. Vous aviez déjà tenté quelques acrobaties ensemble, on voit sur ces images. C'était un beau début qu'on devait concrétiser en bien plus monstrueux et copieux plus tard. Et puis on s'est fait après voler l'idée. Donc on a laissé tomber. Et d'ailleurs, lui, il a chuté gravement il y a quelques semaines de ça. Et bon, il est à peu près en bonne forme, mais il s'est cassé quelques os quand même.
Bon, bah voilà, pour le clin d'œil à Jean-Baptiste Chandelier, qu'on a souvent le plaisir aussi d'accueillir ici à Grenoble, parce qu'entre les Hautes-Alpes et l'Isère, il y a juste un col à passer. Voilà, donc c'est assez rapide. Vous faites du VTT pendant la saison d'été Beaucoup. Également. Je fais que ça encore. Que du VTT. Je suis fan de vélo. Bon. Vu où on habite, Eh ben, c'est trop facile. forcément, les stations, une fois que la neige est partie, elles se mettent au VTT. Puis il y a le Fort Cross, qui est l'équivalent du snowboard cross en VTT, donc ça fait une discipline un peu similaire. Je ne sais pas s'il y aura du Fort Cross cette année au Vélo Vert Festival de Villard-de-Lans, Carole, mais en tout cas, pendant 3 jours, le VTT va être roi. C'est ça. 45 000 personnes l'année dernière, on attend 70 000 Oui, cette cette année. année, 80, on peut dire, non. J'ai dit 3 jours de beau temps, donc forcément, enfin, les gens, c'est un salon qui est mondialement connu, donc les gens viennent voir le nouveau matériel, mais peuvent essayer aussi. Il y a des compétitions, il y a des balades, des randos, donc peut-être découverte aussi du vélo électrique, qui est très tendance. Alors moi, je suis assez fan du vélo électrique, parce que chez nous, ça grimpe un peu. Voilà, ça permet d'aller plus loin et de découvrir des paysages merveilleux. Et on est hyper contente, en fait, que grâce à cet événement, on puisse découvrir et mettre en lumière une association, Women Safe, ce pourquoi on est là toutes les deux, en fait. Ouais, parce que des dizaines de milliers de personnes pendant 3 jours sur un événement comme ça, c'est aussi l'occasion de capter l'attention de ce public. Les gens viennent pour faire la fête, pour le VTT, pour la montagne, mais c'est l'occasion de mettre en avant une structure que vous soutenez, Nathalie Grubach, Women Safe. C'est français, hein, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser. Tout à fait. C'est une association qui a été créée par Frédéric Martz et le docteur Pierre Foldes. Donc, c'est un institut qui est basé à Paris et qui accueille sur Saint-Germain-en-Laye des femmes victimes de tout type de violence. Et la particularité, et c'est ce qui fait aussi qu'on apprécie vraiment cette association, c'est qu'ils accueillent et réparent les femmes dans leur grande globalité. C'est-à-dire qu'il y a un service pluridisciplinaire qui se met en action autour des femmes. Il y a des juristes qui sont là, il y a des avocats, des juristes, des psychologues, des assistantes sociales, des sophrologues. Voilà. Donc il y a tout un panel de choses qui est inventé et qui est créé pour que les femmes puissent reprendre pied après des épisodes difficiles. Donc, c'est une structure assez récente, elle a 5 ans, donc elle a encore besoin de se faire connaître. Alors, elle a absolument besoin de se faire connaître, et puis le sujet est plus que compliqué et plus que vaste. Donc nous, on est très contente avec Carole de pouvoir les mettre en lumière justement sur un événement qui, malgré le fait qu'il soit festif, convivial, on s'était dit que finalement, c'était pile le bon endroit pour parler de sujets difficiles et parfois douloureux. Est-ce que... Un peu tabou aussi. Et un peu tabou. Forcément. Mais on se dit, il y a forcément... dans notre entourage, des femmes qui subissent ça. N'osent peut-être pas le dire. Ben voilà. Oui, voilà, Alors. qui n'osent pas le dire. Oui, c'est vrai. Un jour sur 2, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Enfin, c'est juste, en fait, insupportable et insoutenable. Et il y a les femmes, mais il y a les enfants aussi. Ouais, qui subissent derrière. Exactement. Et Women Safe prend aussi en charge depuis quelque temps les enfants qui sont victimes ou témoins de ces violences. Donc effectivement, quand on prend connaissance des chiffres, on se disait avec Carole, mais c'est... tout le monde finalement qui allons quelque part avec nos copines. Allons discuter avec pour voir voilà si innocemment voilà. Et c'est un fléau qui fait peur, mais il faut en parler. L'objectif pendant ces 3 jours, c'est de faire connaître, c'est aussi de récupérer des fonds, j'imagine. Alors effectivement, de récupérer des fonds et puis donner la parole à cette association, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont finalement réticents à porter ce genre d'événements, parce que justement le sujet est tabou et un petit peu difficile. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de leur donner la parole, de les mettre en lumière, comme on le fait là aujourd'hui. C'est vraiment des belles tribunes. Et puis le sport, c'est pas Carole qui va me démentir, et notamment dans ses attitudes et dans le soutien qu'elle nous apporte au quotidien. Le sport apporte des belles valeurs qui permettent de dépasser toutes ces difficultés. Donc voilà, et on est vraiment ravis que Carole nous aide dans ce chemin, enfin sur ce chemin. On sera du 31 mai au 2 juin, la 10e édition du Vélo Vert Festival à Villars, et le soutien à Women Safe. C'est Florence Foresti qui est la marraine nationale. Une petite visite surprise pendant l'événement, c'est pas prévu? Pas prévu cette année, mais non, on va faire le show d'abord avec Carole. On a prévu pas mal. Ouais, je pense que vous êtes pas mal en duo. Oui, on fait un bon duo. Vous êtes peut-être meilleur en duo que Foresti en solo. D'ailleurs, si on va faire le buzz, on l'annonce sans l'annoncer, mais on va faire un petit truc. Voilà. Donc rendez-vous au Vélo Vert
super festival. Venez les 3 jours, parce que Oui, sinon oui, vous allez nous rater. absolument. C'est ça. Faudrait pas. Voilà. Bon, il y aura d'ailleurs beaucoup de champions de VTT. Oui. Là, l'an dernier, c'était Julien Absalon, Qui avait champion gagné, olympique également, ouais, qui c'est était ça. venu gagner la course de vélo électrique, je crois. Et voilà, La le première premier championnat de édition. France. Champion olympique de VTT Voilà. qui gagne en vélo électrique. C'est Voilà. quand même un Voilà. paradoxe. C'est pas beau. Voilà, la première étape le premier championnat de France de VTT électrique a eu lieu chez nous et remporté par Le champion olympique. Et voilà, c'était Il n'y a magnifique. que des champions olympiques à C'est ça, mais nous, Villard-de-Lans. on parle que aux champions olympiques, en fait. Ah oui, il y a Martin Fourcade, il y a Marie Dorin Voilà. qui vivent là-haut, il y a Yes. Carole Montillet. Robin Duvillard. Il y a Robin Duvillard. Alors, il n'a pas été champion olympique, Robin, mais il a fait une belle carrière quand même. Et puis, il y a un grand... Maurice Magnifica également avec ses médailles d'argent. Et puis il y a un grand nom du sport français, même international, qui est venu à Villars il y a quelques jours. Et oui, vous me voyez venir, on a même les images. Allez, Tony, bravo. oui, Tony Parker, Le scoop. qui est venu racheter la station de Villard-de-Lans. C'est une bonne chose, Non, mais Carole? ça paraît improbable, mais c'est vrai. Ah oui, Et lui qui n'a jamais c'est skié en juste plus. extraordinaire, quoi. Sa femme skie avec ses enfants. Je crois que c'est la magie de la moyenne montagne qui lui a plu, en fait. L'endroit et investir et se dire c'est complètement décalé, donc ça paraît improbable, et ben allons-y. C'est quelqu'un de très sympa. C'est surtout aussi l'opportunité de réinventer la montagne 4 saisons, parce que c'est vraiment une thématique qui se pose à nous tous et on en a bien conscience. Et je pense qu'on va pouvoir travailler dans ce sens-là avec lui. Donc c'est magique. C'est ça, des nouvelles idées. Je pense que ça fait toujours du bien. Et ben voilà, l'avenir de Villard-de-Lans s'écrira avec Tony Parker et son équipe, puisqu'il reprend avec aussi des locaux quand même, puisqu'il a quand même sa carrière à finir de basketteur. Voilà. Bon, et ben merci en tout cas à tous les 4. C'était très sympa d'avoir autant de gens prestigieux autour de moi. Hein. Je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine pour la suite de vos aventures. Et puis Pierre, 2022, j'ai bien noté pour le 3e titre. Parfait. Allez, nous on se retrouve demain avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.